Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Devenir un freelance star, organisé par l'équipe de l'EIBOU, la plateforme des freelances informatiques. Je suis aujourd'hui avec l'incroyable et néanmoins ami Barnabé Rolla, qui fait notre équipe commerciale. Salut Barnabé. Salut Samy. Et nous accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir Aurélien Soria. Bonjour Aurélien. Bonjour. Qui est freelance DevOps depuis un certain nombre d'années et qui maintenant travaille avec nous sur une mission pour, tu vas en parler, donc je ne vais pas spoiler, mais qui travaille qui a la possibilité de travailler avec le Hibou, donc justement sur une mission qui est fort intéressante. Et on aura l'occasion de revenir sur ton parcours. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment super que tu aies le temps pour pouvoir en parler. Et le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir revenir sur ton parcours, que tu nous expliques un petit peu ton histoire, les difficultés que tu as pu rencontrer aussi dans ton activité de freelance, comment aujourd'hui tu t'es installé vraiment avec une position hyper intéressante dans une activité d'ingénieur DevOps qui marche bien, qui marche fort. Y compris dans la période Covid, en off, justement, avant qu'on commence à prendre l'antenne, tu me disais justement que ça faisait un certain nombre de mois que tu étais en télétravail, mais donc ça n'empêche pas que, malgré ce contexte-là, tu sois en mission. Donc, on reviendra là-dessus. Et puis aussi, tous les petits conseils que tu peux nous donner sur justement comment bien gérer au quotidien une activité freelance, comment la faire fleurir. Et faire en sorte que aussi à la fin du webinaire, on garde un petit peu de temps pour répondre aux questions des personnes qui sont connectées avec nous. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat qui est dans la fenêtre du webinaire. On y reviendra au fur et à mesure dans le chat et on posera toutes les questions que vous avez à Aurélien sur la fin. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire à les poser, à les écrire pour qu'on puisse en parler sur la fin. On va commencer en parlant peut-être tout simplement de l'EIBOU parce que certains qui nous rejoignent ne sont pas forcément familiers de l'EIBOU. Beaucoup d'entre vous sont des membres émérites de la plateforme. Certains ont même déjà travaillé avec nous et qui viennent pour des conseils, mais certains ne nous connaissent pas. Donc, peut-être que c'est intéressant qu'on revienne peut-être sur ce qu'on fait, que fait l'EIBOU. Et là, du coup, Barnabé, je vais te laisser peut-être en 2 mots nous expliquer le principe de l'EIBOU et ce qu'on fait aujourd'hui et quelle est peut-être notre actualité aussi. Ça marche. Bon, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Barnabé Rollin et je suis manager commercial justement chez l'EIBOU. Je pilote une petite équipe commerciale, principalement sur la gestion de grands comptes. Et notamment Renault, du coup, puisque je travaille avec Aurélien. Voilà, donc l'EIBOU, c'est une plateforme de consultants indépendants. La grande particularité qu'on a, nous, c'est qu'on fait uniquement de l'IT et qu'on travaille uniquement avec des clients grands comptes. Donc aujourd'hui, nos clients viennent nous chercher car on est vraiment capable d'aller trouver des expertises. On les appelle aussi les moutons à 5 pattes dans l'IT. Et notamment sur des profils, donc voilà, sur des sujets d'infrastructure, de développement, de big data, aussi pour des conseils. On va chercher des missions d'expertise plutôt courtes aussi pour une mission d'audit, par exemple. Et donc voilà, avec des chefs de projet. Mais on va vraiment, voilà, nous ce qu'on vend à nos clients aujourd'hui, c'est qu'on est capable de répondre à tous les métiers quasiment d'une DSI. Voilà. Et puis, notre grande force aussi, c'est que on a une équipe d'experts matching, on l'appelle l'équipe matching, qui sont en fait des professionnels du recrutement dans l'IT et qui aujourd'hui sont une dizaine de personnes et qui s'occupent en fait de trouver les bonnes ressources en fait pour nos clients. C'est pas nous les commerciaux forcément qui faisons ça, puisque voilà, chacun son métier et on a vraiment des experts qui sont capables de dénicher les bonnes ressources, voilà, et qui connaissent du coup les enjeux des consultants et aussi nos clients. Voilà. Et on dirait aussi peut-être aussi sur le fait qu'on soit du coup on a un positionnement qui est bien ancré sur le marché puisque aujourd'hui voilà on est totalement en hyper croissance. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on faisait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on projette d'en faire 25. Donc voilà, on a un business model qui est bien ancré sur le marché et puis on espère de continuer à se développer justement avec nos freelances. Voilà.
Super clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup Barnabé pour cette petite présentation. Je vous propose qu'à tous les deux, du coup, qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est maintenant que Mhm. ça commence pour toi, Aurélien. Voilà, donc en fait, l'idée, comme on se le disait, c'est que de revenir peut-être dans un premier temps sur ton histoire. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles de ton parcours justement avant le freelancing. Euh, Ça marche. Peut-être ta formation, tes études, et puis aussi ce que tu as retiré de tes expériences hors freelance, parce que souvent, on sait que le freelance, ça arrive comme une réaction justement à un contexte professionnel qui parfois ne nous convient pas, ou bien comme une première étape. Comment t'en es arrivé à cette réflexion-là? Bref, tout ce qui a pu arriver dans l'avant et comment tu en es arrivé là. Ça marche. Ça a commencé. Il y a souvent, on entend souvent cette phrase un peu caricaturale de depuis mon plus jeune âge, je suis passionné d'informatique. Dans mon cas, je dirais que c'est un petit peu vrai quand même, dans le sens où dès le collège, j'ai commencé à bidouiller dans mon coin, où j'étais en mode à vouloir faire mes petits sites web, créer mes petits jeux. Donc très vite, ça a orienté les études que je voulais faire. Donc très vite, on s'est retrouvé au lycée où là, j'ai choisi du coup la voie scientifique pour ça, donc j'ai fait un bac S. Et après ça, du coup, j'ai été en prépa intégrée, où là, c'est pareil, je voulais faire de l'informatique, hein. L'idée, c'était de faire développeur, c'était vraiment ce qui me poussait à l'époque. Et donc, j'ai fait ma première année de prépa intégrée, ça s'est bien passé. La deuxième année, malheureusement, il y avait la physique. Et là où j'étais très bon en informatique, la physique un peu moins. Donc, du coup, je me suis Comme pas je te laissé abattre, hein. comprends, comme je te comprends. J'ai rebondi et j'ai été voir le DUT qui était juste à côté, qui était un DUT en informatique, pour leur demander de rentrer directement en deuxième année. Bon, là, pour le coup, ils avaient étudié mon dossier. Comme globalement, c'était après les inscriptions, mais que je voulais rentrer directement en deuxième année, c'était possible. Ils ont étudié mon dossier et ils m'ont dit, au vu de tes notes en informatique, avec plaisir. Donc, du coup, j'ai fait ma deuxième année DUT informatique que j'ai validée. Là, vraiment, je commençais à être dans mon élément, là, parce qu'il n'y avait plus de physique. Et où j'ai pu, du coup, valider mon diplôme. Après mon DUT, je me suis dit quand même, je voudrais faire un diplôme d'ingénieur. Et donc, j'ai été dans l'école qui se trouvait à côté, qui s'appelle l'ESIP, École supérieure d'ingénieurs Paris-Est, qui est l'école d'ingénieurs associée à la fac de Paris-Est Marne-la-Vallée, où j'ai fait 3 ans en alternance. Donc là, j'ai choisi la spécialité informatique et réseau. Et pendant 3 ans, du coup, la moitié du temps, j'étais en entreprise en tant que développeur, en apprentissage. Donc chez Intersec, qui est une société qui fait des logiciels pour opérateurs téléphoniques. Et moi, plus précisément, je développais en C un logiciel qui s'appelle Igloo, qui est un logiciel de géolocalisation pour les opérateurs. Donc par exemple, quand vous passez à côté d'un centre commercial et que vous recevez un petit SMS pour dire une promotion dans le magasin juste à côté de chez vous, ça peut être Igloo qui a déclenché la notification qui a prévenu l'opérateur que vous étiez à côté du centre commercial en question. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus. Et en parallèle, du coup, sur ces 3 années, j'ai fait des études en informatique et réseau. Donc, l'ESIC, qui est une très bonne école où les profs sont assez exigeants et où j'ai pu un peu, encore une fois, être dans mon élément parce que l'informatique, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et on arrive, du coup, fin 2016, en octobre, où là, c'est la remise des diplômes. Donc, je suis diplômé. Et puis, je me suis rendu compte, avec mes 3 années en alternance, que le développement pur et dur de logiciels, c'était pas forcément pour moi. Autant j'aimais beaucoup ça quand il s'agissait de développement pour les petits projets, pour les projets passion. Autant quand il s'agit d'un développement d'entreprise où je trouvais ça très répétitif, où très vite on a des tâches qu'on empile, donc on a un backlog, on va dépiler le backlog, mais ça me convenait un peu moins. Donc du coup, au moment de la remise des diplômes, j'en ai parlé à un professeur, Rémi Forax, qui était un professeur de Java, un très bon professeur de Java, qui me dit, donc je lui dis que voilà, je trouve ça très répétitif, et il me dit, fais DevOps. Alors nous, on est en 2016, je sors de l'école, je suis un peu paumé, mais je me dis, bon, on va pas jeter un conseil comme ça, donc je me dis, bon, je me renseigne, je me dis, effectivement, DevOps, ça a l'air intéressant, et je recherche, du coup, pour entrer en CDI dans une entreprise, en tant que DevOps. Le problème, c'est que un DevOps, quand il est junior, y a peu de gens qui sont prêts à le prendre. Et donc, du coup, je finis par tomber sur Thales. Donc, Thales, ils ont une approche un peu plus pragmatique. Ils disent, bon, tu as des compétences en informatique, le DevOps, il faut encore développer. Donc, ils m'ont très vite mis sur un gros projet où j'avais des développements, mais qui étaient un peu dans le monde du DevOps. Donc, C'est faut pas trop intéressant, parce parler que du ça veut projet en dire qu'il y a des question. grandes entreprises qui sont capables de faire confiance à des juniors, même sur des postes qui Ah, émergent, quoi.
Bah, c'est ça. En fait, là, c'était du coup un projet un peu entre les deux, dans le sens où, bon, je ne peux pas parler du projet majeur, mais le petit projet dans lequel j'étais, qui s'appelle Loom, c'était un petit projet où on était sur une grosse infrastructure dans le gros projet. On parle à peu près de 1000 machines physiques, 10 000 machines virtuelles et 100 000 interfaces réseau. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas configurable à la main. Si quelqu'un veut aller configurer tout ça à la main, c'est pas tenable. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient voulu développer un petit logiciel dont le but était de faire une modélisation réseau, automatiser une partie de la génération de la configuration pour fournir ensuite aux outils DevOps, comme source d'entrée des outils DevOps, pour que les outils DevOps puissent faire leur configuration. Donc, du coup, pendant 1 an et demi, j'ai été développeur Python sur ce logiciel-là. Et au bout d'1 an et demi, donc au bout d'1 an même, au bout du premier entretien avec mon chef, un entretien annuel, je lui dis, c'est bien ce que je fais, mais j'aimerais bien rejoindre l'équipe DevOps. Parce qu'on avait une équipe DevOps sur le projet quand même, le gros projet. Donc au final, Thales, je les en remercie, ils m'ont laissé ma chance. Ils m'ont dit, bon, ok, donc il y a eu une phase de transition où j'ai formé mon remplaçant sur le poste où j'étais en tant que développeur Python. Et puis ils m'ont mis en tant que DevOps sur ce gros projet. Là, pendant 1 an et demi, du coup, j'ai pu commencer à mettre les mains dedans. Ils m'ont laissé ma chance. J'ai pu faire du Docker, qui est un des gros outils du DevOps, faire de l'Ansible. Justement, je réutilisais ce que je générais quand j'étais sur Loom pour mes outils DevOps où je gérais tout ça. Et puis, j'ai fait tout ce qui est CI/CD avec donc plein de conteneurs Docker, enfin, toutes les technologies qu'on retrouve dans un environnement DevOps. Puis, au bout d'1 an et demi, donc j'ai un collègue qui était avec moi à l'époque qui, lui, était partiellement en prestation dans d'autres entreprises. Et lui, du coup, dans une des entreprises où il était en prestation, donc il était sur mon projet 1 fois par semaine, et le reste du temps, il était dans une autre entreprise. Et il avait dans son contact plein de gens qui étaient en freelance. Et donc, du coup, ces gens qui étaient en freelance lui parlaient de leur activité, lui disaient, nous, c'est pas tellement différent quand on est en prestation en ESN, mais ça a des avantages, on a plus de liberté, financièrement, c'est plus intéressant. Donc, petit à petit, l'idée, il a commencé à la développer de son côté. Puis, il m'en a beaucoup parlé. Quand je le voyais les vendredis, quand on mangeait ensemble, il m'en parlait. Il me disait, ouais, ça peut être pas mal d'être DevOps. Donc, on arrive début 2019. Et là, l'idée, elle commence à faire son chemin parce que c'est quand même un changement majeur dans une carrière. Donc, il faut le temps que ça vienne, quoi. Il faut le temps qu'on y réfléchisse, qu'on commence à se projeter. Et donc, on arrive comme ça en début 2019, et là, on commence à se dire, bon, on va franchir le pas, tous les deux. Donc, on commence à se renseigner. Lui, il avait de la chance d'être au contact de pas mal de freelances qui ont pu le conseiller. Plein de petits conseils sur un comptable à prendre, sur la mutuelle, sur tout plein de petites choses. Mais quand on n'est pas dedans, on n'a pas forcément ces informations-là. Et c'est bien d'avoir ces conseils-là, quoi. Et donc, j'ai eu la chance qu'il puisse me transmettre lui-même ces conseils qu'il avait reçus. Et donc, on arrive en fin mai 2019. Là, ça y est, on pose la démission. On crée l'entreprise chacun de notre côté. Lui, un petit peu avant moi. Lui, il a commencé son activité en tant qu'indépendant a commencé en août. Moi, elle a commencé juste après, en septembre. Et donc, je pose ma démission du coup, en juin, début juin, pour commencer début septembre en tant qu'indépendant. Entre-temps, je passe un entretien dans une société qui est prête à me prendre en tant qu'indépendant. Sauf qu'au final, je rentre en contact avec une ESN qui me demande de contacter. Sauf que patatras, au final, il y a eu un changement dans la hiérarchie d'entreprise et ça commence à traîner. Donc, on arrive à septembre, la mission commence pas. Moi, du coup, j'ai démissionné, j'ai plus aucun revenu. Heureusement, j'ai eu quand même mes vacances que j'ai pu me faire payer avant de partir de chez Thales, plus la participation intéressement, donc j'ai de quoi tenir. Mais je me retrouve, ma mission n'a toujours pas commencé. Et là, je me retrouve un peu comme ça. Heureusement, encore une fois, Thales est là et me propose, ils me disent, on a encore un peu besoin de toi, donc ils me proposent une petite mission de quelques semaines, le temps chez eux, le temps que je puisse rebondir. Que tu as fait dans freelance, du coup. C'est ça, en freelance. Voilà, donc j'ai fait ma première mission en freelance, c'était chez Thales, effectivement, où j'ai fait 3 semaines sur un autre projet où je refaisais du Loom, donc le petit outil que je faisais en arrivant chez Thales. Comme j'étais une des rares personnes à avoir la compétence, ils se sont dit, profitons-en, et je les remercie, ça m'a permis de rebondir. Et donc, on arrive à la fin septembre, la mission qui était censée commencer, elle commence toujours pas, et ça traîne, et la personne qui est en contact avec moi chez l'ESN me dit, ça bloque, et je commence à comprendre que la mission ne va jamais commencer. Donc là, je me dis, on va retrousser ses manches, et on va faire vraiment, parce que j'étais dans une optique où je me disais, ça va commencer, et je cherchais pas à côté, forcément. Et là, je me retrouve du coup dans cette situation où je me dis, il faut chercher à côté. Donc là, je me mets à chercher, je recommence les entretiens. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait d'entretien parce que ça fait 3 ans que j'étais chez Thales, donc forcément, on est un
peut rouiller, on fait des petites erreurs. Il y a deux, trois petits entretiens où je fais des petites erreurs, je m'améliore. Puis, donc, ça prend un peu de moi parce que entre le moment où, moi, ce que je fais, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le hibou, mais j'avais posté mon CV sur une plateforme qui permet de poster ses CV pour les freelances. Donc, j'imagine que mon CV, après, il avait été distribué à travers différentes plateformes, enfin bref, et j'étais contacté par un certain nombre de SN pour être placé sur des missions freelance. Donc là, je fais des entretiens, tout se passe, etc. Mais ça prend un peu de temps parce qu'entre le moment où le SN me contacte, me dit est-ce que je peux vous mettre sur le poste, le moment où l'entreprise répond qu'elle est intéressée, l'entretien, puis le retour, très vite, on se retrouve fin octobre. Donc là, ça fait depuis septembre que j'ai toujours pas de revenus, que j'ai ma mission de Thales, mais il y a des petits problèmes de facturation, donc ça a mis un peu de temps. J'ai pas eu l'argent tout de suite. Bon, c'est pas grave, heureusement, j'avais un peu d'argent de côté grâce à mes congés que j'avais pu économiser. Et du coup, c'est vers fin octobre, début novembre que j'ai eu au final 2 entretiens qui ont été concluants. Un premier, donc, qui était chez une banque où le SN m'a proposé, mais très vite, je me suis rendu compte que la personne, le commercial de l'ESN, profitait un peu de ma situation. Elle avait bien compris que je commençais en tant qu'indépendant, c'était ma première mission, que du coup, financièrement, elle se doutait aussi que j'étais un peu serré par le temps, pris par le temps, et que en plus, j'étais inexpérimenté. Donc, elle a essayé un peu je me suis pas forcément senti à l'aise. Et en parallèle, il y a eu du coup le hibou qui a proposé de me mettre chez Renault, où là, le sentiment n'a pas du tout été le même. Là, j'ai très vite été en confiance. J'ai pu être en contact avec Barnabé, qui m'a très vite mis en confiance. On a pu avoir vraiment une discussion où on était dans une relation de confiance. Et donc, quand il a fallu faire le choix, sans hésiter, j'ai pris la prestation avec le hibou chez Renault parce que je trouvais ça important d'être en confiance avec la société avec laquelle on va travailler, quoi. Ouais. Donc ouais, vraiment, c'était ça ma décision. Et donc, j'ai commencé en mi-novembre, pardon, chez Renault, mi-novembre 2019. Voilà à peu près pour mon parcours. Voilà, est-ce qui m'a amené jusqu'à... Ok. Dans ce que tu as, fait avant cette mission qui a vraiment commencé en freelancing, comme tu disais, il y a pratiquement, il y a bientôt 2 ans maintenant. Bientôt 2 ans, ouais. Ouais, de toutes ces expériences, t'en retires quoi qui a pu potentiellement te servir aujourd'hui? Parce que tu as parlé de l'alternance, tu as parlé des premières expériences, tu as parlé de pas mal d'éléments. Est-ce qu'il y a peut-être une chose que tu as retenue qui t'a servi plus tard en freelancing aujourd'hui dans ce que tu fais? Je te dirais, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, il faut pas nier sa chance. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber, du coup, d'avoir pu être dans une société qui m'a permis d'évoluer quand j'étais chez Thales, donc qui m'a permis de faire vraiment du DevOps, chose qui n'était pas forcément une évidence à la base. Surtout, je sortais pas forcément avec le bagage qu'il fallait tout de suite pour être DevOps. En général, les sociétés, elles veulent les DevOps expérimentés. Et surtout, il y a eu aussi, j'ai eu de la chance d'avoir un collègue qui était au contact d'indépendants qui ont pu le conseiller et qui a pu me conseiller à son tour. Donc, je dirais, il faut savoir saisir les opportunités et il faut aussi pas hésiter à communiquer sur ce qu'on veut faire. Moi, quand j'étais chez Thales, j'aurais pas communiqué, je resterais sûrement encore développeur sur le projet Python en question. J'ai communiqué, on a pu travailler ensemble. Vraiment, c'est ça qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et puis, il y a eu aussi le premier conseil de mon professeur au moment de la remise des diplômes, qui a été aussi, c'est un conseil qui a défini ma carrière au final, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est intéressant d'avoir fait le switch, justement, le switch en gros, tu te destinais à être développeur, c'est bien ça au final? J'avais une formation en informatique et réseau, donc ça pouvait me permettre d'être développeur logiciel ou aussi d'être plutôt administrateur réseau. Mais le DevOps, c'est un peu entre les deux au final. Donc, ma formation correspondait à DevOps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation qui forme directement des DevOps. Aujourd'hui, la plupart des DevOps sur le marché, ils le sont devenus parce qu'ils ont pu, dans l'entreprise, acquérir ces compétences. Donc, du coup, là, il a su m'aiguiller vers un poste qui aurait pu me plaire. Et effectivement, il a visé dans le mille parce que je me plais vraiment bien en tant que DevOps. C'est beaucoup plus varié que développeur. Ça c'est clair et net. Et est-ce qu'avec ton passage, du coup, le passage du freelancing, tu as pu faire évoluer finalement la relation que tu avais? Parce qu'avant, tu avais une relation du coup de salarié avec un employeur, et maintenant, tu as une relation de prestataire avec un client. Qu'est-ce que ça a changé, ça, du coup? Est-ce que dans ta mission, ça change quelque chose pour toi au quotidien? Pas tellement.
Je dirais, bon, peut-être que ça dépend clairement de chez quel client on est, hein. Je ne peux pas parler pour tous les clients, mais je sais que chez Renault, au final, il y a un gros effort d'intégration, il y a vraiment de la cohésion d'équipe, où on cherche à t'intégrer, un peu comme quand tu es salarié ou comme quand tu es prestataire, même en ESN. Donc au final, je dirais, ça c'est très dépendant de l'entreprise dans laquelle on est, je te dirais, au final, l'expérience, elle n'est pas tellement différente. Là où elle a pu être un peu différente, c'est que là, je suis rentré en tant qu'expert DevOps, enfin expert, en tant que DevOps, mais qui était là vraiment pour du conseil. Là où quand j'étais chez Thales, bah, je suis rentré dans une équipe où il y avait déjà des choses en place. Là, quand je suis rentré chez Renault, je suis rentré avec un regard extérieur, avec Fred de ma première expérience chez Thales, où j'ai pu vraiment, bah, dès que je suis arrivé, j'ai dit, bon, bah, voilà l'état de la situation, je propose tout ça en termes d'amélioration pour arriver vers quelque chose de plus fiable, vers quelque chose qui fonctionne mieux. Et là, vraiment, j'ai été écouté et effectivement, je pense que la grosse différence, c'est peut-être ça, c'est qu'au final, je suis arrivé en tant que prestataire pour donner des conseils et on m'a écouté très vite en prenant la valeur de mes conseils. Ouais. Bien sûr. Super. Et qu'est-ce que, justement, donc, c'est intéressant qu'on rebondisse un petit peu là-dessus. Barnabé parlait du fait de passer de salarié à freelance. Toi, quelles ont été potentiellement les premières les difficultés que tu as pu affronter et justement comment tu les as surmontées dans les débuts, parce qu'on sait toujours que c'est les débuts qui sont les plus compliqués. C'est le début qui est dur. Bah, alors, le premier problème, alors c'est déjà, bon, il y a la partie un peu se renseigner, parce que forcément, créer son entreprise, tout mettre en place, ça met du temps, c'est un peu compliqué, il faut se renseigner, il faut bien choisir sa structure juridique. En fonction de la structure juridique qu'on choisit pour son entreprise, bah, c'est pas on n'aura pas le même profil. Par exemple, j'ai dû choisir entre SASU et EURL. Donc en EURL, ça maximise les profits, alors que la SASU, ça maximise la protection. En SASU, j'aurais eu le droit j'aurais été assimilé salarié, donc j'aurais eu le droit à la retraite, pas à la retraite, au chômage, pardon, et à l'arrêt maladie. En URL, mais j'aurais payé beaucoup plus de charges. A contrario, en URL, je maximise mes profits, mais ça veut dire que d'un point de vue des risques de la santé et du chômage, bah, c'est moi qui endosse ces risques-là. Et si jamais bah, je suis malade ou si jamais je ne trouve pas de mission, bah, c'est moi qui vais payer, c'est avec mon argent. Donc moi, je suis parti du principe, j'avais 27 ans à l'époque, je me suis dit, tu es jeune, tu es en bonne santé, tu es sur un marché qui est quand même assez porteur, donc allons sur l'URL. Ensuite, il a fallu donc créer la structure, et puis là, du coup, il faut injecter un capital. Donc déjà, il faut injecter un capital suffisant pour pouvoir subvenir aux premières dépenses de l'entreprise, que ce soit l'assurance professionnelle, que ce soit le comptable, que ce soit les petits frais, les frais pour le midi. Tout ça, bah, il faut quand même injecter un capital suffisant. Moi, dans mon cas, je me mettais 10 500 euros, ce sera suffisant. Bon, au final, ça ne l'a pas été. J'ai dû réinjecter un peu d'argent par la suite. Voilà. Et après, bah, effectivement, il y a eu une longue période sans revenu au final, parce que la norme pour les paiements dans le cas des prestations comme ça en tant qu'indépendant, c'est fin du mois plus 45 jours. Donc, en admettant, quand je commençais à travailler en septembre, bah, j'aurais pu espérer ma première source de revenus à la mi-octobre. Sauf qu'en plus, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu un petit problème et au final, je l'ai eu à fin décembre, l'argent en question. Donc, ça veut dire que de septembre à fin décembre, j'ai eu aucun revenu. Donc, ça a été vraiment dur à ce moment-là. Et c'est pour ça, heureusement, que j'avais eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté à ce moment-là. Donc, oui, un gros conseil que je donnerais, c'est pour se lancer au début, effectivement, financièrement, c'est un peu dur. Pardon. Après, on se rattrape très largement. Mais au début, il faut prévoir les fonds pour pouvoir subvenir au premier mois où on n'aura pas de revenus. Ouais, bien sûr. Après, il y a eu la problématique de la recherche. Là, je dirais qu'au final, on est dans une... encore une fois, je ne connaissais pas la plateforme Le Hibou à l'époque en tant que plateforme pour freelance, mais aujourd'hui, on a quand même... Ça fait partie des outils qui permettent d'avoir une bonne exposition et de trouver assez rapidement une mission. Donc ça, c'est pas trop un problème au final, surtout sur un marché tel que celui du développement de l'informatique en France. Et à ton avis, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui est nécessaire en termes de personnalité ou en termes en termes de personnalité, si tu veux, les avantages qu'il faut avoir pour être un bon freelance? Alors, je parle pas d'un bon freelance dans sa mission, hein, je parle d'un bon freelance en tant que freelance, plutôt sur la partie statut, administratif. Est-ce qui est utile aujourd'hui pour se lancer là-dedans, à ton avis? Bah, déjà, il faut choisir. L'idée, c'est de ne pas hésiter à prendre les conseils.
les conseils qu'on peut avoir si on a des contacts freelance. Moi, je sais qu'encore une fois, ça m'a beaucoup facilité les choses. Et après, l'idée, c'est donc d'écouter les conseils qu'on peut récupérer pour en tirer le meilleur. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Hein. Quand on passe de salarié à freelance, il faut aussi ça demande un peu de courage. Parce que on sait pas, on se dit, dans le pire, si ça ne marche pas bien, je vais avoir perdu beaucoup d'argent pour rien. Donc, ça demande un peu de courage, mais surtout, c'est une décision qu'il faut prendre. Et après, il faut se lancer et bien voir. On est dans un marché qui fait qu'on peut se le permettre, donc autant en profiter. Et ouais, je dirais. Après, il faut quand même des qualités aussi un peu humaines pour arriver quand même au contact du client, d'arriver, comme tout entretien, hein, arriver à montrer ses compétences, arriver à montrer qu'on est capable de travailler en équipe. Parce que c'est ce que je recherche un client, c'est quelqu'un qui a à la fois les compétences techniques, mais aussi les compétences humaines pour s'intégrer dans ses équipes, pour arriver à faire avancer les problématiques qu'il a, quoi. Alors, je rebondis un petit peu sur le truc du statut parce qu'en plus, on a une question en plus sur le portage salarial là. Question, pourquoi tu n'es pas passé, pourquoi tu n'as pas choisi de faire du portage salarial d'ailleurs avant de commencer ta mission en freelance? J'avais le choix entre les deux. Je dirais, en général, effectivement, le portage salarial, c'est peut-être un peu le premier pas dans l'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'abord en portage avant de créer leur structure. Effectivement, le portage, ça m'aurait évité un certain nombre de choses. Ça m'aurait évité de créer mon entreprise et ça aurait minimisé une partie des risques. Et ça aurait aussi, du coup, ça coûte un peu d'argent. Éviter le décalage de trésorerie. Comment? Éviter le décalage de trésorerie aussi, ouais. Effectivement, éviter tout ça. Mais je me suis dit, soyons fous, j'étais vraiment en mode, il faut, quitte à se lancer, autant se lancer jusqu'au bout. Donc là, je me suis lancé vraiment en freelance directement et pas sur cet intermédiaire-là. J'aurais pu, mais si tu veux, les témoignages que j'avais de mon collègue qui se lançait en même temps que moi étaient suffisamment positifs pour que je prenne cette décision-là, de me dire allons-y. Allons-y. Ouais, de toute façon, c'est le choix. Après, je pense que la situation, c'est vraiment selon la situation, selon les personnalités aussi, le choix est fait aussi à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont plus dans la volonté d'être rassurés par rapport à leur activité ou du moins à leur début d'activité. Après, une fois qu'on est plus à l'aise, on peut switcher de l'un vers l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des caractères de personnes qui, en fait, se disent il faut que je me mette dans la difficulté parfois faut que je me mette en freelance tout de suite parce que ça va me forcer en fait à faire le pas. Et oui. je pense que c'est vraiment en fonction de la personne et tu le décris vraiment très bien. Et justement, sur cette partie, donc depuis que tu as commencé, dans ce que tu as appris, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas? En gros, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites où tu te dis si je devais repartir de zéro, je ferais peut-être différemment, quoi. Alors moi, je dirais effectivement, l'erreur que j'ai faite au début, ça a été vraiment de me dire, comme j'en parlais tout à l'heure, hein, d'avoir cette première société qui m'avait proposé une mission et qui était prête à me prendre en tant qu'indépendant, et au final où ça s'est pas fait. Et si tu veux, à ce moment-là, j'étais tellement focalisé sur le fait de ça va commencer, que je me laissais que cette porte-là. Alors qu'au final, je pense que c'est important de chercher activement tant qu'il y a rien tant que il n'y a rien de fait. J'aurais pas dû me fermer les autres portes. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Là où j'aurais pu, je pense, commencer ma prestation réellement, sans compter Thalès, la prestation chez Thalès. Mais je pense que début octobre, si j'avais fait les choses correctement, je pense que j'aurais pu directement avoir une prestation début octobre. Au final, comme j'étais à attendre que la prestation commence, et qui n'a jamais commencé, du coup, j'ai perdu 1 mois et demi. Donc c'est un peu dommage. D'un point de vue financier, ça n'a pas aidé. Donc c'est peut-être ça que je ferais différemment, c'est de me dire tant que je suis pas, c'est pas sûr à 100%, je continue à ne pas fermer de porte à côté. Ouais, rester vraiment toujours en éveil sur les opportunités parce que rien n'est fait, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. Et ça, du coup, je l'ai appris à la dure. Ouais, forcément. Et justement, donc on parlait du fait que tu parlais très gentiment du fait que tu avais une relation de confiance qui s'était créée avec le hibou. Pourquoi ça te plaît? Pourquoi tu travailles avec des plateformes freelance aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu es inscrit sur un certain nombre. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que ça te permet de faire?
parce que c'est toujours bon d'avoir le retour forcément des gens avec qui on travaille, parce que on a toujours ces deux tendances de se dire, enfin, on a les deux échos. On a des personnes qui sont que sur des plateformes. On a aussi des personnes qui sont que en solo, entre guillemets, qui vont vraiment compter que sur leur propre réputation. Toi, comment tu fais là-dessus? Quelle est ton opinion là-dessus? Pourquoi tu travailles avec des plateformes? Quel avantage tu y trouves? Alors l'avantage, c'est que ça ouvre les portes à beaucoup de clients qui n'acceptent pas de travailler en directement avec des petites entreprises. Par exemple, prenons l'exemple de Renault. Je sais que Renault a un catalogue de prestataires avec lesquels ils veulent bien travailler, parce que d'un point de vue comptable, c'est plus facile pour eux, et je le comprends très bien. Et donc, du coup, si on veut travailler dans ces entreprises-là, on doit passer par des entreprises qui sont référencées chez ce client-là. Donc, ça, je dirais, un des gros points forts, c'est que ça ouvre d'autant plus le nombre de missions potentielles qui peuvent s'ouvrir à soi. Et surtout, ça permet d'être facilement en relation avec un certain nombre de clients qui peuvent être intéressés par son profil. Donc, ça facilite grandement la recherche parce que la réputation, c'est vraiment quelque chose de local. Là où, quand on passe avec une plateforme, on a une exposition et on a accès à des missions qu'on n'aurait pas forcément autrement. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour avoir été freelance, et pour le coup, c'était à une époque où il n'y avait pas encore autant de plateformes, et je crois que d'ailleurs le hibou n'existait pas. Je constatais effectivement qu'il y avait un espèce de plafond de verre. Au bout d'un moment, en fait, on peut arriver à travailler avec des entreprises d'une certaine réputation, mais je pense que tu l'as très bien dit, pour vraiment aller chercher des top entreprises dans le top, que ce soit CAC 40, SBF 250 ou choses comme ça. Il y a un moment, il y a la question des référencements qui joue. Et c'est vrai que ça Exactement. réduit vraiment le nombre de prestataires qui ont accès à ça. Et heureusement, Barnabé étant un formidable commercial, il y a effectivement pas mal d'opportunités qu'on a pu ouvrir grâce à le hibou. Et d'après toi, justement, pour réussir sur ces plateformes, euh, et même dans l'activité en général, quels conseils tu pourrais donner justement pour réussir à être trouvé et à être sélectionné sur une plateforme comme le hibou en freelance IT? Alors, je dirais qu'il faut déjà travailler il faut se former en permanence. Enfin, ça, c'est un comment dire, peut-être une des spécificités, je pense, de l'informatique, mais les technologies évoluent tellement vite. Pour pouvoir être attractif sur une plateforme comme ça, il faut avoir un CV où on a des technologies à la pointe dans son CV. Donc l'idée, c'est de se former en permanence, passer des certifications. Ça peut faire un gros plus quand le client va voir sa fiche passer. Si, par exemple, actuellement, moi, je suis en train de me former je fais donc chez Renault, je fais du Docker Swarm, je fais de l'Ansible, mais j'aimerais bien me former à Kubernetes. Donc j'ai commencé à me former à Kubernetes. Et ce que j'aimerais bien d'ici quelques mois, c'est passer une certification Kubernetes. Une certification qui permet du coup de certifier que j'ai un certain niveau de compétence euh, dans l'usage de ce logiciel-là. Et forcément, un client, quand il va voir mon profil, s'il voit que je suis certifié, s'il voit que du coup j'ai fait l'effort de passer une certification pour certifier mon niveau, ça va le mettre en confiance et ça va m'ouvrir là aussi de nouvelles portes sur les plateformes. Je pense que c'est très important de toujours se maintenir à la page, de toujours avoir et de pas hésiter à se faire certifier parce que quand on est sur une plateforme, ça peut vraiment faire la différence. Alors moi, je vais en profiter pour donner du coup compléter ta réponse par rapport à un autre tips, Ouais. effectivement qui reprend la question un petit peu de Cyril. Donc comment réussir à avoir de la visibilité et à trouver des missions via les plateformes. Bien sûr, bon, effectivement, c'est d'avoir les formations qui sont à jour et qui les intéressent, mais c'est aussi de bien les mettre en valeur. Et aujourd'hui, C'est vrai. pour bien les mettre en valeur, ça passe déjà par les mettre dans son CV. Et c'est vrai que parfois, on se retrouve avec des CV où les technologies ne sont pas assez mises en valeur, les mots-clés n'apparaissent pas forcément. Et ça, c'est vraiment pour nous, comment on recherche aujourd'hui les profils, on va aller chercher des mots-clés dans les CV d'abord, parce qu'on n'a pas directement accès à tout le monde comme ça, donc il faut qu'on fasse des premières recherches. Et ça, c'est très important, et c'est un gros conseil que je peux donner en fait à tous les freelances, c'est de vraiment travailler sur leur CV, sur la présentation aussi, pour qu'elle soit claire et qu'elle donne envie en fait aux clients aussi de les regarder, de les consulter et ensuite de préparer un entretien avec eux.
Voilà. Et comment derrière on y arrive, c'est aussi un bon entretien. Mais ça aussi, c'est notre rôle aussi chez le Hibou, c'est de préparer aussi les consultants aux entretiens. Donc ça, on s'en occupe et on travaille aussi avec les consultants. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, bah, ça permet d'enchaîner justement sur une question qui est dans le chat, et je pensais qu'on en aurait sûrement parlé un petit peu après, mais c'est intéressant d'y revenir. On parlait justement des entretiens et on parlait de ce qu'il fallait faire pour vraiment réussir à obtenir une mission. Tu as été quand même en contact avec des grandes entreprises, des grands comptes, donc Thales, Renault, c'est quand même des gens qui ont vraiment une stature. Quels sont d'après toi peut-être les 2 ou 3 petits conseils, petits hacks? Comment tu t'es adapté à ces grands comptes, à leurs exigences? Qu'est-ce que tu t'es dit pour te dire c'est comme ça que je vais réussir à correspondre à ce qu'ils souhaitent vraiment? Alors, quand c'était Thales, Et toutes les choses classiques. je te dirais, et le tout, c'est de savoir être adaptable. Quand j'étais chez Thales, bon, je suis arrivé, j'étais inexpérimenté. Ensuite, eux, ils ont su trouver une mission qui correspondait à mon profil et à mes ambitions, parce qu'au final, c'était un truc à mi-chemin. Et donc, ouais, je dirais, encore une fois, il ne faut pas hésiter à apprendre. Il ne faut pas hésiter à apprendre à dire ce qu'on veut faire. Parce que quand j'étais chez Thales, j'ai dit je veux devenir DevOps dès le début. Je l'ai réincité quand j'étais dans le projet. C'est ce qui m'a permis après d'orienter ma carrière. Et aussi, du coup, aussi, je correspondais à un besoin qu'ils avaient. Ils avaient un DevOps qui partait. Ils se sont dit j'ai un développeur en interne qui veut faire DevOps. C'est parti. Donc, je pense que c'est très important de communiquer sur ce qu'on constate. Quand je suis arrivé chez Renault, j'ai dit voilà tout ce que je constate. Voilà tous les axes d'amélioration. L'idée, c'est essayer d'avoir une posture de dire ce qu'on veut et essayer vraiment d'être proactif, d'arriver à dire voilà ce que j'envisage pour que les choses marchent encore mieux. Parce que votre but, vous, en tant qu'entreprise, c'est de grosse entreprise, c'est d'arriver à, dans le cas de Renault, à vendre des voitures, dans le cas de Thales, produire des produits. Et comment est-ce que moi, en tant qu'individu avec mes compétences, je peux arriver à améliorer à mon échelle tous les processus qui sont en jeu, quoi. Ouais, d'accord, ok, c'est hyper intéressant. Et toi, globalement, en fait, ton approche, c'est par exemple lorsque tu vas en entretien client, au moment où en fait tu as été sélectionné, typiquement, là, ça a été pour Renault, mais ça pourrait être un autre contexte. Sur quels éléments tu penses que tu vas avoir un discours un petit peu différent? Parce que tu parles de dire ce que tu vas faire, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux suggérer de dire ou de ne pas dire pour justement convaincre un client et a fortiori un grand compte pour qu'ils se disent, voilà, il y a une vraie différence par rapport à un profil classique, entre guillemets? C'est important d'insister sur son expérience, de dire ce qu'on a fait. Puis je dirais aussi, moi, en tout cas, ce qui a été mon cas dans mes entretiens, en général, les clients, ils aiment bien nous faire passer des entretiens techniques. Oui. Des entretiens techniques qui sont en général où ils font venir un développeur ou quelqu'un de l'équipe qui va nous poser des questions en général assez pointues. Donc je dirais, c'est important aussi de bien réviser ces technologies parce que on a beau maîtriser une technologie, si la personne veut nous poser une petite question un peu piège, un peu piégeuse, elle va en général le faire. Et donc, du coup, je dirais, c'est ça qui peut faire la différence. C'est vraiment montrer qu'on maîtrise techniquement. C'est vraiment, je pense, ça qui fait la grosse différence. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater lors de mes entretiens. C'est au moment où on va passer l'entretien technique, vraiment bien avoir révisé ces technologies, bien être sûr d'avoir tout en tête. Parce que s'il y a un truc où on ne se souvient plus bien comment on fait, la personne en face, elle va le voir, puis elle va se dire, il ne maîtrise pas forcément ce qu'il fait. Ouais, Ce n'est bien pas sûr. forcément le cas, mais il faut bien qu'ils aient un moyen de jauger des compétences des gens. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'un CV, ça veut tout et rien dire. Bien Il y a sûr. quand nous posons des questions à la personne plus technique, qu'on arrive à déceler le seuil de ses compétences réelles, quoi. Ouais, Et tout à fait. tout à l'heure, tu disais, tu disais que tu avais commencé à faire quelques entretiens et au début, tu avais un peu de mal et puis après, tu en avais fait plusieurs et tu t'améliorais. C'était quoi les erreurs que tu as pu faire aujourd'hui? Comme ça, tu peux partager un peu les erreurs Justement, qui aidera les gens qui nous écoutent. Justement, une des erreurs que j'ai fait les premiers entretiens, j'étais pas assez préparé techniquement. Justement, on m'a posé des questions techniques. Je connaissais la technologie, je l'utilisais tous les jours. Mais malgré tout, quand on va poser une question bien spécifique sur un point bien spécifique, ce point-là, je l'avais pas potassé. Et forcément, j'étais obligé de dire, je sais plus. Et ça, je sais que dans un ou deux entretiens, ça a joué. Alors que
Par contre, je maîtrisais la technologie en question, mais comme le but de la personne, c'est vraiment de voir l'étendue des compétences, bah, c'est vraiment ça qui fait la différence. Autre chose, bah, il faut réviser, c'est important. Je pense que à force d'en faire des entretiens, même des entretiens blancs avec des proches, bah, on commence à mieux roder son discours, mieux arriver à se vendre. Donc l'idée, c'est de pas hésiter à vraiment bien s'entraîner parce que ça fait vraiment la différence. Vraiment. Entre Donc, toi, ça et les compétences techniques, je pense t'es que c'est. partisan d'arriver avec un discours bien. Ce que j'ai fait, par exemple, hein, moi, Mhm. t'es Ah partisan bah d'arriver oui. avec un discours bien rodé à l'entretien en disant voilà, je vais orienter la conversation. Parce que je prends un exemple, si tu veux, c'est intéressant qu'on aborde ce point, parce que dans le dernier épisode du webinar, d'ailleurs qui est disponible Mhm. sur YouTube pour ceux qui veulent le voir, on était avec un consultant, Alexandre, qui nous disait que lui, en fait, il arrivait sur une approche où il était plus vraiment dans la sincérité et il disait en gros, voilà, moi je pense pouvoir faire ça, je pense ne pas pouvoir faire ça. Et son discours était beaucoup là-dessus. Et est-ce que toi, tu es plutôt justement dans ce mode-là ou est-ce que, d'après ce que tu dis, c'est plus la maîtrise de l'entretien où tu dis, voilà, en gros, tu orientes les choses pour euh, faire en sorte que dire ce que tu as envie de dire et orienter la conversation vers ce que tu as envie qu'on te pose comme question, par exemple. Est-ce que c'est ça? Mhm. Bah, je pense qu'on peut arriver à faire un peu. Enfin, je suis pas sûr que ce soit tellement incompatible les deux. Je Ouais. pense qu'il faut être sincère sur les limites de ses compétences. Sur les limites, bah, par exemple, moi, je sais que, bon, au final, c'est pas ce qui s'est fait, mais je voulais aller à une époque vers AWS, donc Amazon Web Services, Ouais. et j'avais évoqué que bah, j'étais en train de m'entraîner dessus, mais que j'avais pas eu encore l'occasion d'en faire en entreprise, j'étais pas encore certifié. Je m'entraînais pour essayer de faire une certification. Donc ça, je l'évoquais, si tu veux. Donc ça me permettait de dire que bah voilà, je suis proactif. Ça me permettait aussi de montrer les limites de bah effectivement il y a des technologies que je maîtrise moins et il n'y a pas de mal à pas maîtriser toutes les technologies du monde, hein. Et en même temps, savoir roder son discours, moi c'était plutôt dans l'optique bah, dire avoir un discours bien. Quand on va demander quelle est ton expérience, quelles sont tes expériences passées, chose qu'on demandera forcément en entretien, bah, avoir quelque chose quand même qui aime bien roder, dire bah voilà, j'ai fait telle chose sur tel projet, j'ai pu maîtriser telle technologie, j'ai fait ça pendant tant d'années. Avoir vraiment, bah, c'est à force d'en faire, aussi bah, une aisance orale, parce que forcément, encore une fois, un entretien, c'est une certaine pression, encore plus quand c'est quand on est en freelance. Donc l'idée de s'entraîner, c'est aussi bah, pour gagner en confiance. C'était aussi dans ce sens-là que je l'évoquais. Bien sûr. Ok, très bien, hyper intéressant. On va peut-être passer à la dernière partie, c'est peut-être un peu plus l'actualité du marché un peu aujourd'hui. Comment ça se passe pour toi? Justement, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu vois une différence en 2021? Est-ce que l'état du marché d'après toi, il est comment et comment tu t'y es un peu adapté, hein? Bah, alors, du coup, je suis chez dans la même prestation depuis novembre 2019. Ouais. Du coup, bah, j'ai passé toute la crise Covid en travaillant chez Renault en télétravail. Du coup, Tu as eu ça de la fait chance. 15 mois que je suis en télétravail. Comment? Tu as eu de la chance. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais que bah, justement, le collègue qui est devenu l'indépendant en même temps que moi, il me disait autour de lui qu'il y a beaucoup de prestations qui sont arrêtées. Parce que forcément, bah, les entreprises, Ouais. elles se disent, bon, bah, c'est le premier confinement, on va plus faire de bénéfices, bah, on, on garde le minimum de prestataires pour arriver à faire tourner la boutique, mais on ne cherche pas à en garder beaucoup. Donc j'ai eu beaucoup de chance, lui aussi, parce qu'on a pu maintenir nos prestations tous les deux. Et oui, on a vu déjà un premier regain, je pense, pendant l'été 2020, pendant l'après-confinement, où vraiment, bah, il y avait plus de gens qui revenaient vers moi. Enfin, je le vois, parce que c'est important aussi. Enfin, j'ai un LinkedIn, donc bah, je ne mets pas que je suis indépendant, mais ça permet un peu de juger le marché, ça permet quand les gens viennent vers soi. Et là, je vois qu'effectivement, actuellement, il y a effectivement beaucoup plus de monde qui reviennent vers moi. Donc, c'est la preuve que le marché reprend. Je pense que là, 2021, c'est le moment de la reprise. Je pense qu'il y a la vaccination, etc., qui fait que le Covid, en tout cas, j'espère, hein, je croise les doigts, mais qu'on arrive à la fin et que le marché bah, va reprendre de plus belle. Et je pense que justement, c'est le meilleur moment pour se lancer parce que là, on va avoir plein de sociétés qui vont vouloir reprendre leur activité à plein régime, qui vont manquer de prestations et où je pense qu'il va y avoir pas mal d'opportunités qui vont apparaître. Effectivement. Je confirme En tout vraiment cas, c'est. je confirme vraiment ce que tu dis. On le ressent beaucoup, nous, ici. Ben, toi, tu le vois du côté consultant parce que tu reçois des appels. Et nous, on le reçoit beaucoup ici côté Le Hibou. Comme tu le dis, c'est un super conseil. C'est vraiment le meilleur moment pour se lancer. Les projets reprennent. L'année dernière, les sociétés
ont mis fin à beaucoup de prestations. Donc, toi, tu es passé un peu entre les mailles du filet et effectivement, tu as gardé ta mission. Mais il y a beaucoup de personnes du coup, qui cherchaient des missions. Et ça a été le cas jusqu'au début de l'année, là, jusqu'à encore il y a 2 mois. Et là, on voit que c'est une tendance un peu inverse. C'est plus les consultants qui recherchent des missions, mais c'est vraiment les clients qui recherchent des consultants. Et c'est aussi plus compliqué. Nous, on le sent, il y a moins de ressources, de consultants disponibles. Et oui, donc c'est un super conseil de ta part. C'est effectivement, lancez-vous en freelance maintenant, il y a du boulot, quoi. Ah oui, je pense aussi. Dernière petite question, Aurélien, et après, on va vraiment passer aux questions-réponses parce que j'en ai sélectionné déjà un certain nombre. Est-ce que tu te vois encore en freelance dans 5 ans? Ah bah ouais, tu sais, je te dirais ce qui m'a poussé, ce qui m'a poussé à être en freelance, c'est de me dire, bah, au final, il n'y a que des avantages tant que j'ai la santé et tant que je suis attractif sur le marché. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais espérer que j'aurai encore la santé, encore, je croise les doigts, et, et que je serai encore attractif sur le marché. Donc moi, je me dis, tant que j'ai ces deux qualités-là, qui font que bah, je n'aurai pas de problème d'emploi ou de problème liés à ma rémunération si jamais je vais être dans la maladie, il n'y a aucune raison que je repasse salarié, puisque je vois que des avantages d'être indépendant dans ces conditions-là, clairement. Donc moi, dans 10, 15 ans, oui, encore freelance avec plaisir. Bah écoute, super, vraiment hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. On a appris vraiment pas mal de choses et c'était hyper intéressant. Et je crois que je vois que c'est partagé sur le chat. Donc, on va passer à la dernière partie, donc, qui sont les questions qui ont été posées pendant le webinaire. La première, c'est celle de Mamadou. Je suis consultant Azure pour faire du DevOps. Est-ce qu'on a besoin d'être développeur ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Alors, le DevOps, il y a une part de développement quand même. Par exemple, je vais prendre Ansible. Ansible, c'est une forme de développement, mais qui est axée, plutôt que de créer un produit, on va décrire une plateforme cible. On va décrire ce que je veux, à quoi je veux que ma machine ressemble à la fin. Donc, il y a quand même une part de développement. C'est important d'avoir quand même, je pense, de bonnes bases en développement. Mais après, l'idée, je pense, c'est vraiment de se former sur les technologies en question. Donc, les technologies, ça va être Docker, ça va être Kubernetes, ça va être Ansible. Ça, c'est des grosses technologies qui sont très demandées sur le marché DevOps. Et après, il va y avoir tous les clouds privés. Enfin, les clouds, je pense à AWS, je pense à Google Cloud Platform, GCP, je pense à Microsoft Azure. Ces trois fournisseurs de cloud, ça regroupe la majorité des demandes de la part des entreprises qui, en général, ont leur projet hébergé dans le cloud comme ça et qui veulent des gens qui soient capables de maîtriser déjà ces environnements-là. Donc, je dirais, oui, il faut des bases de développement. Et après, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dedans et à tester, quoi. Et à essayer de voir déjà si ça plaît. Et ensuite, parce que, encore une fois, ce qui plaît à un développeur ne plaît pas forcément. C'est pas dit que le DevOps lui plaise. C'est des métiers quand même malgré tout différents. Et surtout, il faut aussi, ça permet aussi de jauger un peu à quoi ça ressemble comme métier. Super. Alors, une autre question de Madrid cette fois. Comment gérer les clients qui imposent aux freelances les mêmes contraintes qu'aux salariés sans pour autant détériorer la relation avec le dit client? Quand je parle de contraintes, c'est essentiellement horaire, jours à poser, télétravail, choses comme ça. Dans le sens où toi, là, tu es en prestation, tu es là, c'est toujours compliqué, hein, le tout, c'est aussi d'être en bon terme avec son client, c'est important. Maintenant, il faut être, il faut être clair avec le client que tu es là pour faire une prestation. S'il est satisfait de la prestation, normalement, et de ta relation globalement avec ses équipes, parce que, encore une fois, si on produit le travail, mais qu'il y a des problèmes d'entente avec les équipes, c'est toujours problématique, mais c'est ce qui lui importe. Après, encore une fois, ça, c'est toujours assez compliqué quand on est avec un client qui, effectivement, veut nous faire rentrer dans un moule, alors qu'on ne correspond pas forcément à ce moule-là, effectivement. Il y a vraiment une question de confiance sur ce sujet-là. C'est-à-dire que au début, il faut arriver, il faut se plier un petit peu comme tout le monde et puis pouvoir prendre ses marques. Bien sûr. Et puis une fois que le client a vraiment confiance en nous, on arrive à négocier le télétravail, on arrive en fait à négocier des choses qu'on ne pouvait pas faire au départ parce qu'on ne se connaissait pas. Et donc, comme tu dis, ouais, la relation avec le client est primordiale. Et c'est vrai que bon, les gens qui sont un peu plus en retenue que tout ça, c'est plus compliqué justement de pouvoir avancer sur d'autres sujets avec eux. Donc, ouais, la relation avant tout. Effectivement, c'est important. Peut-être une dernière question, du coup, c'est une question de Fabien. Est-ce une bonne pratique de baisser son TJM pour commencer une mission avec un nouveau client, pour gagner sa confiance, puis de le renégocier à la hausse pour la mission suivante, d'après toi? Alors,
Ça, c'est quelque chose que personnellement, je déconseillerais. Pourquoi? Parce que le TJM, s'il est trop haut, ça va faire peur au client, mais s'il est trop bas aussi, le client va se dire, ben, c'est bizarre, cette personne, elle est en dessous des prix du marché. Pourquoi? Et ça peut lui dire, bah, peut-être que la personne n'a pas confiance en elle, etc. Donc, je dirais, non, il vaut mieux aller au TJM cible qui t'intéresse, sachant que c'est toujours pareil, hein, la renégociation, c'est comme quand on est en salarié. C'est plus facile de négocier à l'embauche que de négocier une fois qu'on est salarié. Donc, non, l'idée, c'est, je pense, de partir vraiment à la cible plutôt que d'essayer de gagner la confiance du client. Mais le client, il dira, une fois que tu seras rentré avec ce TJM-là, il dira, bah, je te paye à temps et tu fais déjà le travail, pourquoi on négocierait, quoi. Ouais. Donc non, moi je dirais que c'est important d'être dans ses prétentions, ni en dessus, ni en dessous, parce que ça permet vraiment au final, que tout le monde soit content. Et le client, si lui, il t'a pris en pensant te payer tant, et qu'au bout de quelques mois, tu dis, bah, je veux plus, il va se dire, bah, c'est pas ce qui me convient moi. Alors que si dès le départ, le prix de la prestation lui convient, bah, tout le monde est content. Voilà, Ouais, ce serait ça mon ressenti sur le sujet. ouais, effectivement, c'est vrai que c'est toujours mieux de négocier au début plutôt que d'essayer un petit peu de remettre le couvert après. C'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué. Ouais. Et puis surtout, ça peut entacher la relation avec le client. C'est pas ce qu'on veut. En tant que freelance, la chose qu'on veut, c'est être en très bon terme avec son client. Donc, non, je ne conseillerais pas. Ça marche. Bon, écoutez, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup, Aurélien, pour Avec plaisir. pour ta sincérité et pour vraiment ta transparence sur tout ton parcours et les conseils que tu as pu nous donner, les réponses à toutes les questions. Vraiment, c'était hyper Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses et je vois qu'il y a pas mal de merci qui s'affichent tout doucement dans le chat. Donc ça, c'est chouette. Pour ceux, malheureusement, pour lesquels, en fait, on n'a pas eu… Alors, il y a eu beaucoup de questions. On a dû faire des choix, en choisir quelques-unes. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions. On a par email, tout simplement. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur contact@lehibou.com. C'est un mail qu'on lit. On lit absolument tous les mails. Donc, n'hésitez pas à les envoyer en parallèle et on pourra y répondre. Et évidemment, vous aurez accès au replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un mail avec le replay. Si jamais vous avez raté un passage, le début, la fin, vous pouvez revoir tout ça sur YouTube sans aucun problème à partir de demain ou de vendredi. On va faire ça, on va faire en sorte en tout cas que ce soit le plus rapidement possible. Merci Barnabé. Merci. Je me permets juste un petit bonus pour Mamadou Bastion qui nous demandait si il peut se lancer en freelance au bout d'un an et demi, très rapidement. Oui, et d'ailleurs, tu peux me contacter sur LinkedIn puisqu'on recherche ce type de profil en ce moment chez nos clients, donc qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Et sinon, merci à tous, c'était très agréable. Merci Aurélien pour ton temps et Samy pour l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.